Bienvenue, Hajar Regragui. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes étudiante à Sciences Po, à l'Université internationale de Rabat. Bienvenue également à Hicham Belamine, membre de la jeunesse du bureau du PJD, le Parti Justice et Développement. De la jeunesse, en fait. De la jeunesse du parti, du PJD, Parti Justice et Développement. Donc avec vous, on va aborder différents sujets, à la fois la conjoncture politique et économique, à la fois ce qui fait l'actualité, et on commencera peut-être par ça d'ailleurs, hein, sur la rénovation du système éducatif et l'introduction de langue étrangère, de langue internationale, puisque ça crée beaucoup de remous au sein des différentes formations politiques et au sein essentiellement d'ailleurs de la majorité gouvernementale. Et on finira avec les assises de la fiscalité, parce que je n'ai aucune autorité, aucune légitimité de priver la jeunesse, c'est-à-dire vous priver de ce débat sur les assises de la fiscalité et sur la fiscalité et l'impôt. Regard croisé un peu là-dessus, en tout cas sur les enjeux, sur le rapport que chacun, y compris les jeunes, peut avoir à l'égard de l'impôt et de la pression fiscale. Hajar, on commence avec vous. Oui, bien sûr. On commence avec toi, sur la conjoncture politique. Beaucoup de tensions, beaucoup de pression, ça devient très compliqué. Beaucoup de gens se plaignent. Est-ce que Hajar, du haut de ses 22 printemps, se plaint aussi? Ou quel regard porte-t-elle? Alors, oui, en fait, je fais partie d'une jeunesse qui, en grande partie, je dis bien en grande partie, a complètement perdu confiance en la politique et au gouvernement en place. La plupart du temps, quand je demande à mes amis, aux jeunes que je fréquente, la plupart du temps, ils me disent « Bon, arrête de nous parler de politique, la vérité, on n'y croit pas, c'est pas la peine. » La plupart des jeunes que je connais ne votent pas. Il faut à chaque fois qu'on les pousse à voter, il faut à chaque fois qu'on leur dise « Mais non, il faut voter parce que c'est comme ça qu'on va réussir à imposer notre voix, à changer les choses si on a envie de changer les choses. » C'est pour ça que moi, je fais sciences politiques parce que je me dis qu'avec mes études, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe et réussir non pas seulement à parler des problèmes, mais aussi à trouver des solutions. Donc c'est pour ça que moi, oui, je me plains. Je me plains que ça soit à travers... Tu te plains du politique ou tu te plains de la politique menée par le gouvernement actuel, par exemple? Non, je me plains du politique en général. Parce que, en fait, un gouvernement sera toujours blâmé pour quoi que ce soit. On ne peut pas... Qu'il fasse ou qu'il fasse pas, il est blâmé. Qu'il fasse pas, il est blâmé. Qu'il ne fasse pas, il est blâmé d'inertie politique, par exemple, ou qu'il fasse, il est blâmé pour ne pas faire assez pour les gens. Donc c'est pour ça que je ne peux pas directement blâmer le politique. Je sais très bien que ce sont des gens avec une certaine vision, avec certains intérêts aussi à défendre, et ils doivent peser le pour et le contre, leurs intérêts et l'intérêt de ceux qui ont voté pour eux. Et au-dessus, normalement, l'intérêt de la patrie. Et l'intérêt, bien sûr, national. Ouais, Hicham Belamine, membre du bureau de la jeunesse du PJD. Hajar qui nous dit, moi, le politique, j'ai beaucoup de mal. Ce gouvernement aussi un petit peu. Voilà, c'est par rapport à ce climat politique ambiant. Quelle est votre appréciation du climat et peut-être aussi du propos d'Hajar? Merci, monsieur Rachid, de l'invitation. Bonjour, Hajar. En fait, c'est normal que Hajar et d'autres jeunes, en fait, dans la société disent que le politique est blâmé, le politique est responsable, normal, parce que récemment, on a fait en fait état de dénigration des politiques, des partis politiques, des instances de gouvernance, des instances de médiation politique et sociale. Malheureusement, on n'arrive pas à donner une bonne image du politique, surtout les médias. Les médias qui parlent toujours des partis politiques, qui dénigrent, parfois qui insultent, mais aussi qui... Ça, c'est pas chez nous, hein. Nous ouvrons le débat pas vous. Avec les politiques. Non, mais j'ai baissé. Je ne me sentais pas visé, d'ailleurs. Hein. Non, c'est un bon débat, déjà, en fait. Mais quand vous dites ça, Hicham Belamine, quand vous dites ça, est-ce que c'est parce que vous dites ça avec la casquette du PJD, le Parti Justice et Développement, ou vous considérez que ce discrédit et tout ce qui est dit et qui n'est pas forcément à l'avantage des partis politiques, ça va au-delà du PJD? Pas seulement au-delà du PJD. C'est pour ça que je voulais savoir un peu, c'est pour juste pour situer. Pas un seul intellectuel qui a tiré la sonnette d'alarme, parce qu'il ne faut pas en fait discréditer les partis politiques, les associations, les instances, les institutions politiques. Mais ça n'empêche que le politique est aussi responsable de la situation. Quand on voit parfois... Mais quand vous dites la situation, la situation, elle est comment aujourd'hui? Comment vous la qualifiez, la situation? Elle n'est pas bonne. Je suis d'accord avec Hajar, elle n'est pas bonne. Un climat politique et économique qui est pas bon. Le débat politique qui n'est pas bon,
qui n'est pas bon. Pas au niveau Pas au niveau, tout à fait. Pas en phase avec les enjeux? Tout à fait, pas en phase avec les enjeux, pas en phase avec les enjeux des jeunes, avec les attentes des jeunes de la population. Mais ça n'empêche qu'il y a des partis politiques qui sont sérieux, qui font d'un bon travail. N'empêche qu'il y a des intellectuels qui disent non. Il y a des médias qui disent aussi non, qui un petit peu sont indépendants et qui écrivent et qui dénoncent la situation. Parce que pour une démocratie, il faut des partis politiques. Pour une démocratie, il faut des médias libres. Pour la construction démocratique, il faut des élites. Il faut cette élite de presse, de politique, d'acteurs sociaux, d'acteurs associatifs et civils avec lesquels on peut construire une démocratie. Et aujourd'hui, c'est compliqué? C'est un peu compliqué, oui. Et ceux qui disent c'est à la faute du PJD? Non, c'est pas la Non, parce que vous savez, comme moi, vous l'entendez, ça. Oui, ça on l'entend. Ils font de l'idéologie, c'est de l'islam politique, c'est tati, c'est tata. Donc en fait, c'est eux que le blocage du pays, on va incomber tous les mots du bled, du Maroc depuis l'indépendance du PJD. Ça se fait dans des presses et des articles qui le font, arabophones et francophones. Je crois que le PJD fait un bon travail et fait ce qu'il faut, en fait. Il essaye un petit peu de conjuguer médiation sociale entre la population, entre le peuple et les institutions de l'État. Il fait un effort. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs 100%? Je ne suis pas sûr de ça. Mais généralement, il fait des efforts pour un petit peu donner du sens aux politiques. Quand on voit parfois... je donne un exemple. En novembre, il y avait l'élection de M. Benchemès à la deuxième chambre. La réélection en fait, du président de la deuxième chambre. C'est ça qui donne un mauvais signal aux populations, aux jeunes de la politique. Quand on voit une majorité décousue qui d'un coup, l'opposition, quelques parties de la majorité qui s'échappent au consensus au sein de la majorité, qui votent pour le Benchemès. Quand on voit aussi, pas personnel contre Benchemès, mais je donne un exemple. Oui. D'ailleurs, ce jour... Quand on voit des partis politiques qui ne sont pas indépendants, qui sont dirigés par la télécommande, quand on voit la force en fait de quelques partis administratifs au sein du gouvernement, ça donne un mauvais signal. On va revenir là-dessus, juste par rapport au climat politique, on faisait référence à peut-être une réaction là-dessus, ensuite on va aller sur le... Okay. Il a parlé d'élite politique, on a besoin d'une élite pour pouvoir mener le pays. Mais moi, en fait, en parlant de construction démocratique, je pense qu'il faut essayer de démocratiser la démocratie. C'est-à-dire il faut essayer de faire en sorte que le plus grand nombre comprenne ce que c'est que la démocratie et soit en partie acteur de cette démocratie. Tout en étant l'écho de la minorité. Exactement. Mais les minorités et la majorité doivent être tous les deux sur le même pied d'égalité, même si c'est contradictoire par définition. Ce n'est pas seulement l'élite qui doit faire la démocratie, c'est ça le problème. Moi je dis que la jeunesse sent qu'elle ne fait pas partie de cette élite démocratique. Je ne parle pas d'élite économique, je parle d'élite politique. Il faut que la jeunesse, quel que soit son niveau d'éducation, son niveau de revenus, comprenne ce qu'est la politique et soit acteur de cette politique, participe à cette politique. Et il faut les pousser, les sensibiliser à cette politique. Parce que la plupart des jeunes ne comprennent pas ce que c'est, les tenants de la politique. Vous parlez la politique, l'exercice politique. L'exercice politique. Et la responsabilité aussi politique. Exactement. Et ils ne savent pas comment faire partie de ces rouages et faire partie de la machine politique. C'est tout à fait. Je vois un effort pédagogique. Un effort pédagogique qui doit être joué et assumé par l'éducation et les médias. Justement, l'éducation et les médias, ce qui est d'actualité aujourd'hui. Et par rapport aux médias également. Ouais. Voilà, et qui est redevenu surtout d'actualité parce que ça l'est depuis plusieurs semaines, c'est cette fameuse loi cadre sur l'enseignement, rénovation du système éducatif, donc avec l'introduction de langues internationales. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Sachant que là, du coup, elle est partie, ce que disait un petit peu Hichem tout à l'heure, une partie de la majorité ne tombe pas d'accord. On se retrouve aujourd'hui avec un parti, en l'occurrence le vôtre, le Parti Justice et Développement, j'allais dire isolé, je pense, il faut dire, voilà. En réalité. Voilà, avec aussi peut-être des relents un peu idéologiques, de protecteurs de la langue arabe, et voilà. Est-ce que, juste là-dessus, avoir le point de vue de chacun d'entre vous sur cette question-là, sur les enjeux de la rénovation du système éducatif, avec ou pas l'introduction de langue internationale? Hajar. En fait, je ne m'éloigne pas beaucoup de l'avis du PJD par rapport à ça. Pour moi, l'arabisation et l'arabe est très très important au Maroc. Le problème, en fait, c'est que avant d'aller vers des langues internationales, il faut d'abord consolider la langue arabe. Les jeunes ne parlent pas arabe, ils parlent la Darija, c'est très différent.
En politique, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas le politique. Parce que, par exemple, au Parlement, dans les émissions, ça ne parle pas forcément d'Alija, ça parle de l'arabe et le fusha. Et pour que le jeune comprenne ça, il faut qu'il sache ce que c'est que la langue arabe. Il faut qu'il passe d'abord par une formation, un enseignement accru. C'est-à-dire une maîtrise complète et totale de la langue maternelle qui serait le Darija. C'est ce que vous êtes en train de dire? Ou l'arabe littéraire? La langue littéraire. L'arabe littéraire. D'accord. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la langue arabe est finie ou bien morte. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit la revitaliser. Et peut-être que ça passera par l'éducation, par l'enseignement, mais il faut aussi que les médias, il faut aussi que par exemple, je ne critique pas la chaîne 2M, mais je critique plutôt le genre d'émissions qu'on y retrouve. L'arabe passe d'abord par ce que voit le jeune chaque jour. Les émissions, les séries télé, tout ça, en arabe avant la Darija. C'est des exemples très très futiles, mais qui ont un impact sur la vie de tous les jours d'un jeune. Et sur les langues internationales, sur le fait que... Sur les langues internationales, c'est très important également. Oui. C'est-à-dire, il faut savoir... Il y a une technique d'enseignement simultané des langues qu'il faut maîtriser et qu'il faut faire maîtriser aux professeurs également et au système éducatif. Mais vous comprenez, vous, l'empoignade, les prises de bec qu'il y a aujourd'hui, les tensions qu'il y a au sein des partis politiques? Partis politiques, oui. Et que le PJD se retrouve Pour vous, ça a isolé, du sens, ça a du sens ou pas de sens? Je pense qu'il faut aller au-delà des conflits entre les partis. Ce n'est plus seulement un conflit par rapport aux langues, mais un conflit entre les partis, une animosité qui existe déjà entre les partis et qui transparaît dans les sujets politiques. Hicham, là-dessus, sur ce qui fait l'actualité, c'est une votre continuité parti qui apparemment est fracturé, divisé là-dessus. Tout à fait. Je crois que c'est une continuité de la première question. Vous avez dit que le PJD était isolé. Oui, en réalité, isolé, pas politiquement, mais isolé dans sa position concernant l'arabe, l'enseignement de l'arabe et l'utilisation des langues dans l'enseignement, dans tout ce qui concerne la loi cadre des 751. J'ai dit en continuité de la première question parce que quand on voit un consensus qui était déjà établi il y a quelques semaines, quelques mois en fait, et puis les téléphones, au Parlement, très gros parlementaire, au sein de la majorité, je parle. C'est-à-dire RNI, PJD, USFP, UC, et Mouvement Populaire. Le Mouvement Populaire, l'IMP. En fait, il y avait un consensus au sein des commissions, et puis d'un coup, on trouve que les partis se retroussent concernant ce sujet. Ils disent qu'il faut enseigner les langues. Ils ont même changé... Pour l'université, si j'ai bien compris, c'est l'enseignement des matières scientifiques. Non, pas pour l'université. Pour l'université, c'est pas grave. Le PJD n'a pas dit non. Le problème, c'est qu'ils ont changé la version qui était livrée au sein du Conseil des ministres. Ils ont introduit la possibilité, pas la possibilité, mais l'article 31, l'article 2 stipule on va enseigner quelques matières, surtout les matières scientifiques en langue étrangère. Voilà, c'est ce que j'ai compris. On n'a pas dit français, mais en langue mathématiques et physique. Alors que la vision stratégique délivrée qui était donnée par Sa Majesté au chef du gouvernement, ex-chef de gouvernement, M. Ben Kirel, était claire. Il y avait un consensus au sein du Conseil de l'enseignement. Ça, c'était du temps d'Abdellah Ben Keren. Tout à fait. Du temps de Saladin Al-Talim, de M. Ziman. Il y avait un consensus au sein des parties prenantes de ce Conseil qu'il faut laisser l'arabe dans l'enseignement primaire, collège et lycéen aussi, mais introduire progressivement pour quelques matières les langues étrangères, notamment le français. Et pourquoi pas l'anglais? Je crois que quand on voit ce genre de parti qui se retrouve à la dernière minute, ça donne une mauvaise image du politique. Mais là, la position du PJD, votre parti là-dessus, est-ce que c'est une position purement idéologique? Pas idéologique. Parce que quand je vois un petit peu la sortie de l'ancien chef de gouvernement, parce que vous faisiez référence à Abdellah Ben Keren, qui dit attention, c'est une trahison à notre vision doctrinale, c'est le retour du colonisateur. Bref, c'est avant la vision doctrinale du PJD et l'arrivée du colonisateur, c'était une trahison premièrement à la vision stratégique qui était donnée par Sa Majesté au chef du gouvernement, M. Abdellah Ben Keren. La vision stratégique était claire. Il était préparé par des spécialistes de l'enseignement. Il y avait tous les parties prenantes presque au sein du Conseil de l'enseignement supérieur, de l'enseignement.
le conseil de l'enseignement de M. Zieman, il y avait un consensus, et puis ils ont tout laissé, ils ont laissé le consensus, et puis ils ont introduit des textes et des matières qui ont fait polémique. Le PJD il est clair sur la position. Laissez-moi terminer, monsieur Rachid. En fait, premièrement, la constitution du Maroc stipule que la langue arabe et l'amazigh sont deux langues officielles du pays. Deuxièmement, ça c'est le volet constitutionnel. Si on aurait introduit le français pour enseigner les matières scientifiques dès le primaire et le collège, on aurait introduit le français comme langue officielle. On a une langue très très historique, plus ancienne que le français, une langue d'une grande civilisation. Actuellement, on peut la revitaliser comme disait Hajar, on peut la revivre, on peut l'utiliser, on peut un petit peu l'imposer dans la sphère publique, et puis il va prendre place. Vous voyez comment la France protège sa langue dans les sphères publiques, dans même la publicité. Avec une véritable ouverture. Tout à fait, avec une ouverture, mais la langue est protégée, parce que c'est un acquis constitutionnel. C'est pas évident. Deuxièmement, parce que l'identité de Maroc veut que l'arabe prenne sa place. On avait des milliers d'élites marocaines qui étaient éduquées en arabe, les matières scientifiques en arabe depuis les années 80, les années 90, après l'arabisation de l'Istiqlal. Machallah, ils font des études au supérieur, ils font des recherches en anglais, des recherches en français, ils ont fait des facs de médecine, des écoles d'ingénieurs, des écoles de business school, de commerce. Il n'y avait aucun problème. Pourquoi aujourd'hui on arrive à créer un faux débat? Est-ce que l'enseignement au Maroc, son problème principal est la langue? C'est pas le problème principal. Est-ce que vous considérez, Hicham El Amin, juste par rapport à ceux qui sont les défenseurs de l'ouverture des jeunes Marocains sur les langues internationales, se dire il faut vivre avec son temps aujourd'hui? La mondialisation, c'est la mondialisation des langues. Oui, bien sûr. Le renforcement de l'employabilité, c'est l'ouverture et la maîtrise des langues étrangères, beaucoup plus que le diplôme aujourd'hui. Toutes les grandes études internationales font ressortir qu'il vaut mieux avoir une maîtrise de plusieurs langues étrangères, comme le français, comme l'anglais, comme le chinois, ou surtout comme l'espagnol, qui est de plus en plus parlé dans le monde, plutôt que d'avoir des diplômes. Donc de se dire, voilà, est-ce que là, du coup, c'est un faux débat, de se dire, ouvrons les vannes en matière de langue étrangère, ouverture sur le monde, et pour permettre de doter les étudiants aussi de maximum de chances pour qu'ils puissent en sortir dans la vie. Ça, le PhD, il est d'accord. L'openness, l'ouverture sur le monde, sur les langues étrangères, notamment le français, l'anglais, l'espagnol, il faut redonner la place à l'espagnol. On avait toute une région au nord qui parlait l'espagnol il y a qui est toujours hispanophone. Non, il est déjà, mais commence à disparaître. 10 lycées du nord. On avait un acquis, l'espagnol, c'est important. Donc pour vous, il n'y a pas de blocage idéologique du PJD? Non, il n'y a pas de blocage. Et par rapport à ce qu'a dit le chef de gouvernement, le PJD, sa position, c'est qu'il faut renforcer l'arabe, renforcer l'amazigh aussi, l'enseignement marocain, mais aussi s'ouvrir sur le monde, notamment l'anglais. Pourquoi pas s'ouvrir sur l'anglais? Pourquoi pas? Si on veut une langue étrangère qui peut nous introduire dans la mondialisation, dans la modernité d'aujourd'hui, il faut l'anglais. Les autres défendent un petit peu idéologiquement le français. C'est ça la vérité. Donc il y a ce débat entre arabophones et francophones. Tout à fait, c'est normal. C'est le débat actuel. Hajar. Oui, alors. Et plus que, excuse-moi, ouais, plus que débat entre francophones et arabophones, c'est un débat entre intérêt économique, et intérêt social, parce que sociaux en fait, parce que la langue n'est pas un seul outil de communication, c'est un outil aussi de domination économique. C'est pas évident. Il y a plusieurs points qui ont été abordés sur lesquels j'aurais aimé avoir un stylo, une feuille. Mais bon, j'ai en tête certains... Stylo, voilà. Feuille, parfait. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Super. Voilà, ça, pour et la feuille est là, voilà, parfait. Pour la prochaine fois, je retiendrai ce qu'il dirait. Ce que je voudrais dire, c'est que si on considère l'arabe comme étant cristallisant de l'identité nationale, il a tout à fait raison sur le point où il faut la protéger. Il faut protéger l'arabe et ce n'est pas en s'ouvrant sur d'autres langues qu'on va réussir à la protéger. Parce que je trouve qu'au Maroc, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, on a une certaine instabilité au niveau de l'identité. Et la jeunesse s'inscrit dans cette instabilité. Est-ce que c'est pas une tendance mondiale universelle, ça, oui, c'est des sûrement... identités qui sont dynamiques et qui se renouvellent et autres, donc vous avez tout à fait raison, et c'est justement en rapport avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, pas seulement des frontières physiques, mais des frontières morales. La mobilité. La mobilité, tout ça. Et
je pense qu'on a tendance à trop idéologiser le PJD en pensant que leur position par rapport à l'arabe est du coup tout à fait nationaliste. Et il est vrai. Dogmatique, idéologique, c'est ce qui se dit un peu ici et là. C'est ce qui se dit sur les médias et je oui, comprends sur les réseaux sociaux et voilà. C'est ça. C'est une réalité par rapport aux médias. Mais c'est également... je suis d'accord avec le fait qu'il faut instaurer incrémentalement les langues internationales, comme le français, l'anglais et compagnie. Mais avant de faire ça, il faut d'abord former les professeurs. Avant de former les étudiants. C'est l'argument qui est avancé par l'Istiklal d'ailleurs, là, oui. En disant on n'a pas aujourd'hui les professeurs. Il faut former les Le professeurs. quota, en tout cas, de professeurs maîtrisant les langues étrangères, que ce soit le français ou l'anglais d'ailleurs, pour enseigner. Exactement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Parce que même si on donne cet outil aux professeurs ou bien au système éducatif, ça ne se fera pas, on n'est pas sûr du résultat, on ne sait pas si ça se fera dans un cadre où l'étudiant lui-même, enfin le lycéen, le collégien, l'enfant pourra intégrer les différentes langues. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à l'amazigh. Parce que, je suis amazigh, je suis berbère, msous. Et le truc, c'est que c'est trop loin de moi. Et ça, c'est à cause du système éducatif. On ne peut pas du jour au lendemain commencer à renforcer l'amazigh non plus. Parce que la plupart des jeunes, s'ils ne vivent pas, par exemple, la Sousse ou bien dans un endroit où on fréquente beaucoup de berbères, ce dialecte, en fait, le dialecte est très exprimé, il ne peut pas le parler. Donc on ne peut pas commencer à faire des mathématiques en amazigh, de la littérature. Moi, je suis pour les options. Pas dit mathématiques en amazigh. Par contre, je suis pour l'option amazigh. Prendre option amazigh au lycée ou bien prendre option au collège. Et au même titre que d'autres langues. Comme l'espagnol. Parce que moi, la question que je voudrais vous poser à tous les deux, est-ce qu'on fait partie d'une des rares régions dans le monde où la maîtrise de langue étrangère dynamique, à savoir l'anglais, à savoir l'espagnol, à savoir le français, c'est les 3 langues les plus parlées à travers la planète. On fait partie on est là, une des régions où les populations maîtrisent le moins ces langues-là. On a le défi du challenge du développement économique, des nouvelles technologies, des différents challenges aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore le temps? Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre dans ces débats aujourd'hui? Langue, identité, idéologie, conservatisme, tradition, modernité, alors qu'aujourd'hui, il y a de véritables urgences. Tout à fait. Et que là, du coup, voilà, c'est juste de me dire, si on met la langue et l'adoption des langues et la rénovation du système éducatif avec les enjeux économiques et sociaux du moment, est-ce qu'on se dit, bon, passons vite à autre chose, réglons ça? Si je me rappelle bien, il y avait le rapport du Conseil, du Haut Conseil de l'enseignement, qui a parlé de la faiblesse maîtrise des langues à cause de la pluralité des langues qui sont enseignées. Il y avait l'amazigh introduit récemment, quelques années, il y a l'arabe classique, il y a le français, il y a l'anglais et l'espagnol dans quelques régions. Du coup, l'étudiant ne maîtrise aucune langue. Je crois que le Maroc, le français, c'est aussi un acquis. Réellement, sur le terrain, c'est un acquis. Il y a à peine un tiers de la population qui parle français. Sérieusement. Juste pour vous donner les chiffres. Un acquis, quand vous dites un acquis, Jean Belamine, simplement, il faut savoir qu'il y a moins de 30% de la population qui parle français. Qui maîtrise le français. Qui maîtrise le français. Donc on est en dessous d'un tiers de la population. Tout à fait, mais l'utiliser dans les sphères économiques, la presse, les médias, même l'administration, quelques administrations comme les finances, comme l'économie, utilisent toujours le français comme langue presque officielle. Je crois que tout en renforçant l'arabe et l'amazigh, on peut s'ouvrir sur toutes les langues vivantes. Le français, on ne peut pas perdre du jour au lendemain le français. C'est pour cela que je dis que c'est un acquis au Maroc. Mais l'anglais, on est très très faible. On ne maîtrise pas l'anglais. On veut s'ouvrir sur les métiers de la technologie, des métiers digital, sur les big data, sur tout ça, ce qui fait la mondialisation d'aujourd'hui. Tout ce qui arrive, tout ce qui est là d'ailleurs déjà. Tout à fait. Mais on n'a pas l'outil, c'est l'anglais. Si on veut... Je dis ça pour les parties de la majorité. Est-ce que si ça avait été l'introduction de l'anglais au niveau à la place du français, au niveau de l'université. Non, mais si ça avait été l'anglais, est-ce que le PJD aurait réagi de la même manière? Non. Parce que quand j'entends, moi, l'ex-chef de gouvernement, Abdelhamid Keren, dans une vidéo qui a été diffusée il y a 48 heures, en disant, voilà, c'est le retour du colonisateur et de la francisation de la société, est-ce que si ça avait été, par exemple, l'anglais, il aurait dit la même chose, le PJD aurait acquiescé et aurait voté d'ores et déjà hier
cette loi. Je clarifie ce point. Le PJD dit que faut pas introduire l'arabe, faut pas introduire les langues étrangères, parce que l'article 31 ne parle pas de français. Oui, non, on parle de langue étrangère. Mais réellement, il sera le français. Oui. Dans le collège et le lycée, dans les matières scientifiques, exclusivement la langue française, oui. La étrangère. Il dit que faut continuer à les enseigner en arabe, à renforcer, surtout dans le primaire et le collège, la langue amazigh, pour que les étudiants marocains des régions qui parlent l'arabe, qui parlent le tachlhit, qui parlent le tarifit, qui puissent apprendre en fait avec leur langue. Le berbère et l'amazigh, ouais. Mais ça n'empêche de s'ouvrir sur les langues et de renforcer l'apprentissage des langues étrangères, notamment le français et l'anglais dans le lycée, dans le collège, et puis après pour les universités. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas enseigner aujourd'hui les matières scientifiques en français. Non. Après le lycée, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Je m'en tiens à Abdel Benkian et sa vidéo qui demande d'ailleurs à Saladin Al-Toumani de démissionner plutôt que de voter cette loi. Tout à fait. Ça c'est l'actualité. Donc je me dis en disant voilà attention la francisation, concernant l'article 2 et l'article 31. Donc c'est juste pour ça concernant l'article 2 et 31 en ce qui concerne les langues d'enseignement pour les levels, les niveaux de collège, lycée en langue étrangère. On ne peut pas accepter ça. On doit continuer à les enseigner en arabe et puis s'ouvrir sur l'anglais aussi pour la recherche scientifique à l'université. Continuer à enseigner les matières scientifiques dans l'enseignement supérieur en français, il n'y a pas de souci. Ajal, là-dessus. Par rapport à ce que... Si on est pragmatique et rationnel, que vous êtes, est-ce qu'on comprend tout ça ou est-ce qu'on ne comprend pas tout ça? De soi, aussi au travers de votre propre parcours scolaire universitaire. Avant de passer à ça, est-ce que je peux rebondir sur Benkiran Abila Benkiran? Oui, enfin ce qu'il a dit par rapport à la langue française. Moi, je pense que c'est pas seulement Benkiran qui pense ça. La plupart, on va dire que je n'ai pas de chiffres précis, mais dans l'imaginaire collectif marocain, on a tendance à croire que la langue française, on la considère comme un instrument de domination. Je réitère votre expression, pas seulement entre le Maroc et la France, mais également entre le Maroc et le Maroc. C'est-à-dire à l'intérieur même de notre société, ça devient un instrument d'inégalité. Quand on va faire des entretiens, c'est pas avec la langue arabe qu'on le fait, mais avec le français, ou bien avec l'anglais dans certains. Pour les multinationales. Exactement. Donc par là, et vous en plus vous avez précisé que moins de 30% de la population parle français. C'est-à-dire que tout le reste subit cette inégalité de chance. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, que ce n'est pas seulement un instrument de domination issu de la colonisation, mais un instrument de domination qu'on a nous-mêmes renforcé à travers le temps. Et vous m'aviez dit, qu'est-ce que je pense rationnellement Oui, de ça. De se dire aujourd'hui, au XXIe siècle, on était en 2019, bientôt en 2020, on nous parle de l'intelligence artificielle, les voitures sans chauffeur. Oui, alors. Donc je me dis, et que nous, dans notre pays, on est à ce niveau de débat aujourd'hui avec des différentes tensions. Est-ce que ça a du sens ou ça n'a pas de sens, ou est-ce qu'une fois de plus, on est à côté des véritables enjeux ou pas? Moi, je pense qu'en fait, le Maroc essaie d'agir sur deux plans, mais qu'il n'y arrive pas réellement. Le premier plan, c'est tout ce qui est sociétal, tout ce qui est d'urgence. Par exemple, lutter contre la pauvreté, essayer de régionaliser, de mieux cibler les populations pour une meilleure distribution. Et il y a le deuxième plan qui est au niveau international. Ils essaient de se marquer au niveau international et d'essayer de, avec tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, le big data. Et il avait raison en disant que ce n'est qu'avec l'anglais et d'autres langues qu'on pourra réellement toucher ce secteur-là. Parce que je rappelle que la population jeune est la population qui est le plus touchée par le chômage chez nous et dans la région. Donc c'est aussi surtout le périurbain, les quartiers périphériques où plus d'un jeune sur 4 qui vit en périphérie des villes est au chômage. Donc c'est dire aussi, est-ce que les langues et l'ouverture sur les langues étrangères et la maîtrise des langues étrangères, ça peut être aussi un instrument qui peut permettre de relancer l'ascenseur social. On doit s'ouvrir, je crois, M. Rachid. On doit s'ouvrir sérieusement sur l'anglais. Ouais. Pas d'un point de vue idéologique, parce que quand on évoque ce sujet... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Ajal en disant que la problématique en fait, des langues, de la francisation, et un petit peu ce qu'a dit l'ex-chef de gouvernement et ex-patron du PJD, Abdel Benkiran, c'est surtout un problème d'inégalité de chance. C'est un problème maroco-marocain avant d'être un problème extérieur aux frontières. On a deux Maroc. Et il y a quelque chose de torture mentale en fait. Tout à fait. Et de fracture. Même une torture psychologique pour certains jeunes qui n'arrivent pas à maîtriser le français. Moi j'ai fait l'école publique et puis l'école privée après, dans l'enseignement supérieur.
j'ai pu maîtriser le français après le bac. J'ai pas pu le maîtriser au l'école publique. Je faisais des efforts pour apprendre mieux l'anglais que le français. Et j'ai pu le faire avant mon enseignement supérieur. Mais ça vous a aidé? Ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon parcours professionnel. Mais Le fait de maîtriser le français? Le fait de maîtriser le français ainsi que l'anglais. Et ainsi que l'anglais. C'est important. Surtout à l'international, à sortir de l'aéroport de Casa, si vous n'êtes pas à Dakar ou à Paris, vous n'allez pas parler français. Une fois sur Dubaï ou la Delhi ou même Paris parfois, même Londres, c'est l'anglais qui marche. Aujourd'hui, quand on trouve des jeunes qui sont brillants en mathématiques, en physique, dans les matières scientifiques, et puis quand ils arrivent à la première année à la faculté, à l'école business school, l'école d'ingénieur, elles souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Parce qu'il a appris en arabe. On n'avait pas le courage de continuer d'arabiser. Tout le monde enseigne aujourd'hui. Avoir le courage d'arabiser ou le fait d'introduire le français le plus tôt possible, y compris à l'école maternelle, par exemple? D'arabiser. Pour pouvoir avoir les... Je pèse mes mots. Ouais. Il faut continuer d'arabiser et de s'ouvrir sur les langues vivantes, sur l'anglais. Aujourd'hui, au CNRS français à Paris, ou les instituts les plus prestigieux de la recherche dans l'État français, il faut maîtriser l'anglais pour publier une publication, une pépère. Faut maîtriser faut publier l'abstract au moins en anglais. C'est pas évident pour un jeune Marocain aujourd'hui qui va faire l'effort pour apprendre le français et puis après le bac. Donc dans l'idéal, c'est d'introduire... S'il veut entamer de la recherche un petit peu poussée, il aura besoin de l'anglais. Pour être pragmatique, dans l'idéal, c'est d'introduire le français et l'anglais dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Laissez la place au français. Il est déjà là, le français. Donc la langue maternelle, premier ciment. Deuxième ciment, le français. Oui, et troisième ciment, troisième couche, l'anglais. C'est ça en fait. Je ne suis pas d'accord. Parce que des pays ont fait ça. Moi, je dirais l'anglais et le français sur le même pied d'égalité. Même pied d'égalité. Tout à fait. Donc première couche, la langue maternelle. Deux, le maternelle, français. parce que ça concerne premièrement l'identité. C'est si on veut s'introduire dans la mondialisation qu'on va perdre d'identité. On n'est pas tombé de la dernière pluie. On est une civilisation très très ancienne. Aujourd'hui, si vous voyez les recommandations de la Banque mondiale, si vous voyez les recommandations d'UNESCO, c'est qu'il faut enseigner dans les matières, dans les langues mères, les matières scientifiques. Récemment, le classement des MITS pour la maîtrise des matières scientifiques, il y a des pays, je crois que c'était 8 sur 10, des pays qui enseignent dans la langue mère les mathématiques. Et ils donnent de beaux fruits. Des étudiants, des élèves qui maîtrisent l'anglais. On a étudié les mathématiques en arabe et puis on a switché vers le français. Il y avait pas de souci. Il y avait un petit peu de travail, un peu d'effort après, mais... Ajal ? Après, il faut qu'on comprenne que l'identité, ce n'est pas quelque chose de fixe. Elle est multiple et elle est en perpétuel devenir. C'est-à-dire que si le français fait aujourd'hui partie de notre identité, pas pour tout le monde, mais pour une partie, il ne faut pas la diaboliser. Enfin, je comprends que c'est issu d'une histoire profondément conflictuelle, mais ça fait aujourd'hui partie de notre système éducatif et du système professionnel également. Et l'anglais pourra, in extremis, en faire partie également. Assurer un complément en tout cas. Exactement. On passe à la fiscalité, parce qu'il nous reste juste quelques minutes là-dessus. Le français, c'est un acquis au Maroc. Le français, il est maîtrisé par la sphère et les élites. Il demeure, je crois, il ne va pas quitter. Un pays, c'est pas que l'élite. Un pays, c'est les populations, les 34 millions de personnes. C'est les jeunes qu'on veut introduire. Ajal parlait d'égalité dans le marché du travail. Je me dis, moi, si tous les jeunes Marocains et Marocains pouvaient maîtriser ne serait-ce que le français pour pouvoir avoir un maximum de chances de décrocher un emploi ou de se lancer dans la création d'entreprise. Ce que je voulais dire à Ajal, c'est que je ne diabolise pas, mais je dis que si on veut s'introduire dans la mondialisation, si on veut une modernité à la marocaine, laisser l'arabe et l'amazigh avec sa place qu'il mérite, la place constitutionnelle qu'elle mérite, et puis s'ouvrir, continuer notre ouverture sur le français, mais aussi l'anglais, c'est important. Avec le renforcement. Juste un dernier truc, avant de passer à la fiscalité, aux assises de la fiscalité qui vont se tenir début mai, Hicham Belhamine, Salah Louatimani va signer le PJD aujourd'hui, la loi ou pas? Va voter? La loi sur l'enseignement. Oui, parce qu'il y a un report de 24 heures selon vous. Il faut signaler tout d'abord, en fait, a posteriori, que la loi 4, c'était la première depuis l'indépendance. Elle va
corriger un petit peu quelques problèmes, mais pas tous les problèmes. Et le défi, c'est que... Il pourrait faire de la politique. Je lui La pose une polémique, question, il me ramène tout sur... à fait. Est-ce que selon vous... Je vais répondre. Pronostic, Hicham Bellamy. Je vais répondre. Le Est-ce que tout le problème, monde c'est entend ça aujourd'hui? que le débat sur la langue, le débat sur les langues, il a éclipsé les avantages avec lesquels il est venu la loi 4. Vous savez quoi? C'est la loi sur Le la... PJD la loi- va va voter? Non, pas forcément. Ah, il va pas voter? Je suis pas sûr parce que le Est-ce qu'il va Salah Atmani Est-ce hier. que Salah Atmani va surveiller les conseils d'Abdel Kerin qui lui a dit Non. ne vote pas et démissionne? Je ne sais pas en fait. Salah Atmani, le groupe parlementaire du PJD au sein du Parlement, a confié au secrétaire général de décider de la décision finale et définitive, et de la position définitive du PJD à ce propos. C'est-à-dire que Salah Atmani aujourd'hui, je crois l'après-midi, va rassembler son secrétaire général pour décider. Je dis aussi, comme a dit M. Benkiran, comme disent la majorité au sein du PJD, qu'il ne faut pas voter cette version. Il faut arriver à atteindre un consensus de régler le problème de l'article 31 et l'article 2, de laisser l'arabe comme il était, et puis s'ouvrir aussi les stipulés sur les langues vivantes, notamment le français et l'anglais. Et l'espagnol. Donc pour vous, votre pronostic, c'est que le Salah Atmani, le PJD ne va pas voter cette loi aujourd'hui, malgré le fait On va voir. Ah, on ne sait pas, on va voir. Peut-être que politiquement que le secrétaire général, oui. parce que qui ça menace est la également le majorité. chef de gouvernement. Ah ben voilà, c'est pour ça que je Ça pose la menace la question. majorité. Mais ce que je dis, Sachant que je crois. même si le PJD, les parlementaires du PJD ne votent pas, il y aura un quota suffisant de toute façon au Parlement. tout à fait. Parce que les circlales, ajoutez l'éponge, malheureusement, les circlales, hélas, qui est défendu l'arabe et qui a arabisé dans la fin des années 80, et puis il a quitté le circlal vous a lâché. la coalition. Nous a lâché le circlal. On va aller sur un autre aspect. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne fallait pas oublier aussi avec le vote sur la loi cadre sur l'enseignement, le fait qu'on a un taux de déperdition scolaire, un décrochage qui est toujours aussi important, 260 000 élèves chaque année. Voilà, c'est aussi un enjeu aussi du système éducatif. C'est ça les vrais défis de Voilà, mais je voudrais pas qu'on l'oublie aussi, c'est pour ça que c'est important de le rappeler. On finit sur la fiscalité très rapidement, l'impôt. Oui, quand on est jeune, qu'on a 22 ans comme Ajal, quand on se dit voilà, il y a les assises de la fiscalité, l'imposition, les impôts. Ça fait peur. Ah, ça fait peur. Ça fait Pourquoi peur, pourquoi ça vous fait peur? Ah, ça fait peur parce qu'on voit les parents, on voit les adultes. Enfin, je suis adulte certes, mais je n'ai pas encore eu à en payer. Mais je crois que j'en paie déjà chaque jour en achetant des produits. Bah oui, vous payez moins la TVA. Exactement, moins la TVA. C'est déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, une pression importante qu'on ne ressent pas directement, mais qu'on ressent par rapport à notre revenu de chaque mois. Surtout quand on est salarié, prélèvement à la source. Je ne suis pas du tout spécialiste en fiscalité, mais je peux dire que moi j'imagine l'économie comme un cercle vertueux et la fiscalité en fait partie. C'est-à-dire que plus de fiscalité, ça fait moins de revenus, moins de revenus pour l'individu ou pour le ménage, moins d'achats, moins de consommation. Mais ça fait plus de routes, plus d'écoles, plus de mosquées. Plus de licenciements, plus si on veut parler d'impôts sur... voilà, je m'y connais un petit peu. Oui, c'est important d'avoir votre ressenti, par rapport à... plus de licenciements, plus de chômage, et vous parliez de la problématique du chômage des jeunes. Tout est lié en réalité. Et la fiscalité, c'est un peu l'un des noyaux de ces problématiques. Donc... Hicham Bellamy, sur les assises de la fiscalité qui vont se tenir début mai, on est quasiment à un mois. C'est un événement en fait important, en continuité des assises de 2014. Ça serait l'occasion 2013. Oui, pardon. Non, c'est les deuxièmes. Ça serait les deuxièmes, oui, tout à fait. Ça serait une occasion de débattre sur le sujet. Je crois qu'il faut juste les cadrer par une vision politique, sociopolitique en fait, parce que la fiscalité, les outils fiscaux, c'est un outil de redistribution de la richesse. C'est un outil de la politique économique. Déjà de création de richesse et aide après distribution. Il ne faut pas oublier qu'avant de distribuer, il faut créer d'abord. Tout à fait. Je crois que faut un petit peu alléger le fardeau fiscal. Oui. Il y a trop de pression fiscale sur le salarié, sur la consommation. Oui. Tout à fait, mais surtout sur la classe moyenne. Je crois que le noyau d'une économie de consommation, d'une économie moderne, d'un modèle économique en perpétuelle croissance économique, c'est la classe moyenne. Ainsi que pour un modèle démocratique. La classe qui peut protéger
la démocratie, la transition démocratique, ainsi que les acquis démocratiques, c'est la classe moyenne. Je crois que on a un petit peu affaibli la classe moyenne, vu les taux de la TVA très très élevés. L'IR retenu à la source à 38%. 38%, 35% en moyenne, c'est trop. C'est trop. Je crois donc il faut alléger la pression fiscale sur la classe moyenne. C'est un pouvoir d'achat qu'on donne aux classes moyennes ainsi que pour lui permettre de consommer plus. Consommer plus veut dire croissance économique, veut dire des entreprises marocaines qui produisent, veut dire aussi un outil de production en fait en rivalité. Sauf que la majorité grosso modo la consommation et la consommation essentiellement de cette classe moyenne, celle qui a un pouvoir d'achat le plus élevé, consomme essentiellement des produits importés. Tout à fait. Ce qui est à l'origine du déficit structurel de notre balance commerciale. Tout à fait. Donc est-ce qu'il faudrait d'abord... On a un modèle en fait... Tout l'enjeu, si on y réfléchit, encourager d'abord ce qu'on produit ou encourager d'abord ce qu'on consomme. Si on arrive au niveau de la fiscalité. Le gouvernement, normalement, il a la charge de la refonte en fait de l'outil productif marocain. On a des faillites partout. Le textile, le maritime, les faiblesses, la précarité des programmes sectoriels, Azur, Maroc Vert, ils ont pas donné grand chose en fait. Alors qu'on peut un petit peu pousser l'entreprise marocaine à produire, protéger quelques secteurs, pas le protectionnisme, pas la protection qui va c'est ce qu'on fait pas le sombrer dans le sommet. Comme au niveau des langues, il y a des positions un petit peu conservatrices sur le système éducatif, comme on l'a vu tout à l'heure, et aussi au niveau économique. C'est les mêmes réflexes parfois aussi. Sauf que le protectionnisme a plombé notre économie, en tout cas, empêché de la dynamiser. Moi, personnellement, je suis contre le protectionnisme. Il faut toujours la concurrence pour booster les secteurs et pour garder l'essence du modèle libéralisme, du modèle du marché. Il faut la concurrence. Donc vous êtes pour une économie de marché, oui, je suis pour. On peut passer par des périodes transitoires, protéger un petit peu quelques secteurs et les booster, les subventionner parfois. Par exemple, les secteurs qui exportent. Il faut que l'État donne de l'importance excessif l'encouragement fiscal. L'encouragement fiscal pour les exportateurs, parce que l'exportateur c'est lui qui importe de la croissance économique et de la valeur ajoutée. Ce qu'on exporte aujourd'hui aussi, et malheureusement d'ailleurs, bref, en tout cas c'est la mondialisation aussi, c'est l'exportation de compétences. Quand on disait voilà, aujourd'hui, pour que l'entreprise produise plus et produise mieux, et qu'on consomme beaucoup plus des produits marocains, il faut qu'il y ait de la compétence. Parce que l'entreprise se plaint souvent aujourd'hui de ne pas trouver de compétences et de compétences aussi bon marché. D'où la fiscalité aussi sur le travail et sur la compétence. Vous en pensez quoi? Tu en penses quoi, toi, Ajar? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire pour l'investissement. Pour encourager les investissements des entreprises, il faut alléger le fardeau fiscal et il faut réduire l'imposition, tout ça. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Ma question, c'est que aujourd'hui, quand on dit encourager l'entreprise, y compris par le levier fiscal, mais l'entreprise aujourd'hui est confrontée en disant voilà, moi j'ai une inflation des salaires parce qu'il y a un réservoir de compétences qui n'est pas très important. Et donc moi, il faut que j'arrive à pour que j'arrive à faire fonctionner mon entreprise, ma boîte et à produire plus, et il faut de la compétence. Mais une compétence aussi qui soit bon marché, c'est-à-dire bien formée. On était tout à l'heure sur le débat sur l'école. Bien formé. L'enseignement, il faut une bonne formation. Bien formé et à un coût compétitif. Parce qu'aussi, on est en compétition, je le disais, mondialisation aujourd'hui. La maîtrise du français, de l'anglais, du chinois, de l'espagnol, c'est important. Et en même temps, d'avoir une compétence aussi qui soit productive, avec un beau ratio rentabilité. Il faut en revenir à l'éducation. Il faut en revenir à l'éducation et au système éducatif. Il faut une bonne formation et aussi une bonne orientation. La plupart des étudiants, niveau arrivé, moi je les vois par exemple arriver en 5e année ou en 3e année aux études supérieures, ne savent pas après comment se rediriger vers le marché de l'emploi. Donc il faut penser à faire une orientation, un système d'orientation qui serait précis et efficace au niveau de la 3e année pour qu'ils renforcent leurs compétences et qu'ils soient au contact de l'entreprise. Qu'ils soient en contact de l'entreprise. Et certaines universités le font déjà. Donc imaginez aussi un encouragement fiscal de l'entreprise pour qu'elle puisse jouer le jeu aussi avec malheureusement, on le voit beaucoup plus dans les entreprises, dans les universités, les écoles privées que dans l'université publique. Ce genre de contact entre les entreprises et espèce de partenariat public-privé au travers de l'orientation et de la formation. De l'orientation et de la formation, oui. Professionnel, est-ce que vous avez une attente particulière, vous, pour ces assises de la fiscalité? Parce qu'on dit qu'avec... Pour les assises de la fiscalité, je crois qu'il faut un petit peu affaiblir, si on peut dire, le rôle du black et du noir dans l'économie nationale. Ça greffe, en fait, la croissance économique. Comment faire? Il faut
des démarches intégrées. Pourquoi pas de l'amnistie pour les petits opérateurs, pour les faire intégrer dans la sphère économique officielle, si on peut dire. On a vu comment l'auto-entrepreneur a fait réagir plus de 52 000 actuellement. On a à peu près 60 000, auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs qui payent un petit peu de minimé de fiscalité. C'est en fonction des revenus déclarés. Tout à fait. C'est un petit peu, mais ça a encouragé des centaines, des milliers de personnes à intégrer la sphère économique. Pourquoi pas aussi encourager les secteurs qui produisent, encourager la transformation digitale, économique et technologique via la télécommande fiscale. Un petit peu, il faut élargir l'assiette fiscale tout en taxant ceux qui ne paient pas, parce que ça freine la croissance, ça freine la concurrence aussi. Il y a des entrepreneurs qui payent leurs taxes et leurs impôts comme il le faut. Il y a ceux qui déclarent toujours les 0 dirhams dans les résultats. Il y a 140 000 entreprises qui déclarent chaque année un déficit. Tout à fait. Il y a moins de 1% d'entreprises qui payent l'IS. Vous allez suivre ces assises de la fiscalité, parce qu'elles sont présentées comme déterminantes pour notre pays pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, sur le même niveau, au même stade, sur la même ligne que le système éducatif. Rénovation de l'école, rénovation du modèle fiscal. C'est ce qui est en train de se jouer là, à un mois d'intervalle. C'est ce qui va décliner le Marocain de demain, notre économie de demain. Voilà, donc vous allez suivre ça attentivement? Mais bien sûr, je suis directement impacté par ça également, dans les années à venir. Merci en tout cas. Oui, j'ajoute une chose, oui. C'est que pour la fiscalité, il faut arrêter avec les rentes dans quelques secteurs tels l'agriculture et l'immobilier. On a gaspillé énormément de dépenses fiscales, tout en l'exonération fiscale, dépenses fiscales, efficacité économique. Tout à fait. Des exonérations sans retour économique, sans retombées économiques sur le pays, notamment dans l'immobilier. Il y a de la rente, il y a de la macro-rente bien institutionnalisée. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Mais en même temps, ça a été aussi introduire l'équité fiscale. Le flat tax introduire l'équité fiscale entre tous les opérateurs. Fiscalité flottante. Et pourquoi pas encourager aussi ceux qui participent à la croissance économique, la vraie croissance. Vous avez participé, vous avez contribué, vous, à enrichir, à donner le point de vue de la jeunesse. Voilà, on espère juste qu'il y aura des résultats. Que vous représentez aujourd'hui au CESACI de la fiscalité, parce que vous avez aussi droit de cité, comme on dit, et des voix qui doivent être entendues. Merci en tout cas à Aja. Merci beaucoup. Regragui, je rappelle que vous êtes étudiante à Sciences Po, à l'Université internationale de Rabat, qu'a fréquenté également Hicham Belamine, un petit parcours pas accidentel, hein, mais il a été aussi, oui. Tout à fait. Il avait un executive master en finance islamique. Voilà, finance participative, finance islamique. Donc Hicham Belamine, membre du bureau de la jeunesse du parti Justice et Développement et expert en finance participative. Voilà, c'est un petit peu en tout cas l'orientation qu'il a prise. Oui. Merci, master en audit. Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée.